Au menu de ce numéro de Angle de vue, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, est confronté à une activité politico-judiciaire, mais aussi sociale, qui mérite qu'on s'y attarde le temps d'un débat. D'abord sur le volet judiciaire avec le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice qui a connu un nouveau report, et ceci en raison de multiples exceptions et les recours déposés sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense. Outre ces derniers, les familles de victimes veulent aussi participer au procès. Un autre recours a été déposé afin que la loi sur la Haute Cour de justice soit purement et simplement modifier, toute chose qui augure de ce que le bout du tunnel est loin d'être proche dans cette affaire. Ensuite, sur le terrain politique, ils étaient plus de 3000 à se réunir à l'appel de l'opposition pour dénoncer l'immobilisme du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphirin Diabré et ses camarades ont dénoncé l'incapacité du MPP, le parti au pouvoir, à régler les problèmes des Burkinabés. Au total, 32 partis, dont le CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, ont lancé une plateforme commune de revendication. Enfin, en ce qui concerne le volet social, les membres des Cogléogos, ces structures d'autodéfense spécialisées dans la lutte contre le vol, les braquages et les attaques à main armée, ont affronté des villageois dans la région du centre-ouest. Le bilan fait état de 5 morts, dont 3 membres des Cogléogos. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, a dû se rendre sur place, d'abord pour faire libérer les habitants d'un village détenu par ces milices d'autodéfense et ensuite assurer que des mesures seront prises pour la sécurité des populations burkinabé. Burkina Faso, nouveau report du procès du dernier gouvernement Compaoré, de la pertinence des griefs faits à la Haute Cour. Ce sera le terme central de cette émission consacrée à l'analyse des faits marquants de l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Nos invités sont plus tardés. D'abord, Paul Amoussou, bonjour. Bonjour. Communicant, vous êtes président du laboratoire de la réponse. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Face à vous, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin, habitué de cette émission. Maître Ronla, merci. Merci de m'inviter, de renouveler le plaisir des auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Alors, Maître Alain Ronla, le procès du dernier gouvernement Compaoré, d'abord, votre avis sur sa nécessité? C'est un procès incontournable. C'est un procès qui participe de la pédagogie historique. Un procès qui doit s'inscrire dans le refus de l'impunité, à savoir que toute personne qui se met en difficulté avec la loi, et surtout la loi fondamentale de son pays, la loi qui préserve les droits de l'homme, les droits humains, toute personne devra répondre, surtout lorsqu'il s'agit du premier responsable d'un État qui a dirigé et régné sans partage pendant près de 3 décennies. Et donc, je pense que c'était une très bonne chose d'avoir tout mis en œuvre afin que ce procès se tienne, même s'il est tronqué. Alors, Paul Amoussou, ce procès est-il opportun? Opportun, je fais une lecture, je dirais, ambivalente de ce procès. Il est sans doute le but, il a un but pédagogique, sans aucun doute. Mais je crains quelque part qu'il ne s'agisse d'un procès en sorcellerie. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on dit qu'il ne faut pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et en l'occurrence, les ministres, ils étaient en conseil des ministres. Donc, au bon endroit. Mais au mauvais moment, hélas. Voyez-vous. S'agit-il d'une décision collégiale ou une décision du maître? Lequel maître se soustrait au procès aujourd'hui. Et donc, je crains qu'il ne s'enlise dans le temps. Maître Alain Ronla, est-ce que pour avancer, on ne doit pas pardonner, oublier le passé? Le pardon suppose la responsabilité. Quand on dit procès, ça ne veut pas forcément dire châtiment, même si c'est un volet important. Ce qu'il faut savoir, c'est que un président en exercice, avec son gouvernement, ont décidé d'aller à l'encontre de la constitution dont ils ont doté le peuple burkinabé, contre l'avis d'une certaine partie de ce peuple. Et que la décision a été prise de recourir à la force
pour mater toute rébellion. Il y a eu une insurrection, d'ailleurs une insurrection victorieuse en fin de parcours, et le recours à ces forces a causé des morts, des blessés, il y a des victimes. Donc, il s'impose de tirer au clair les responsabilités des uns et des autres dans ces infractions qui ont été commises et dans ces victimes qui ont été blessées. Donc, quelle que soit la nature politique ou non de la décision, la légitimité, etc., ces morts méritent qu'on se penche sur qui est l'auteur fatal, qui leur a été fatal. Il y a une atteinte portée à la Constitution, ce qui est une infraction grave. C'est l'une des plus graves infractions dans le corpus législatif de tout pays démocratique. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on devait le faire? Il est important que des juridictions ou une juridiction se penche sur la question et situe les responsabilités. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un procès en sorcellerie, puisque l'instruction a quand même mis hors de cause 2 ministres qui avaient le bonheur de ne pas être là à ce moment précis, qui étaient en mission, et on ne les a pas encore déclarés coupables. On a dit que c'est une décision collégiale, la solidarité gouvernementale existe. On va examiner les faits pour savoir qui a imposé quelle décision à qui, et que de toute façon, quand on est ministre, on est solidaire dans la responsabilité des décisions qui ont été prises. Donc, il ne s'agit pas d'un préjugement, il ne s'agit pas d'une précondamnation, il s'agit de l'examen d'une décision ou d'un processus décisionnel afin que, et c'est aussi ça qui est important, cela ne se reproduise pas. C'est ça la principale pédagogie. On dira si oui ou non, ce gouvernement a eu raison de prendre cette décision, qui est mauvaise, vous en doutez, mais c'est pour que on crée un précédent, pour que le mauvais précédent ne se reproduise pas. C'est aussi ça, la pédagogie d'un procès. Alors, Paul Amoussou, est-ce que ce procès n'est quand même pas un peu biaisé parce que le chef de l'État, ministre de la Défense, il faut rappeler qu'il ne sera pas jugé en tant que chef d'État puisque sa responsabilité n'est pas engagée, mais en tant que ministre de la Défense, est-ce qu'on peut tenir un procès du gouvernement Compaoré sans Blaise Compaoré, ministre de la Défense? Ben, cela va de soi. C'est le maître d'orchestre de cette décision. Donc, je l'ai dit tantôt, ce procès sans Blaise Compaoré n'aurait pas de sens, aurait perdu quelque peu de sa substance. Et voyez-vous, 2 ministres ont été mis hors de cause. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris part au Conseil des ministres. Il aurait suffi qu'en tant que ministre de la Défense, ou s'il y en avait eu un autre que le président de la République, Blaise Compaoré, ou ministre de l'Intérieur, n'ait pas pu siéger ce jour-là en Conseil des ministres. Pourtant, il y a eu des tirs en balles réelles qui ont causé des vies, des pertes en vie humaine, voyez-vous. Donc, c'est des concours de circonstances. Il a suffi qu'en tant que ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense, que vous ne siégez pas ce jour-là, pour qu'aujourd'hui, au moment de ce procès, vous soyez mis hors de cause. C'est pour ça que je dis que je fais lecture ambivalente de ce procès-là, qui a un but pédagogique pour une simple raison, à savoir, il soulève la problématique de la responsabilité des dirigeants qui souvent ont tendance à s'enfermer dans la fuite en avant. Donc, carte sur table, ça met en cause la responsabilité des dirigeants, des gouvernants, qui doivent assumer les décisions qu'ils prennent et qui souvent se réfugient derrière leurs responsabilités pour prendre certaines décisions qui, après coup, ils ne veulent pas assumer. Cela dit, je parle de procès en sorcellerie pour une simple raison. Sans doute, parmi les mises en cause aujourd'hui, il y a des ministres qui n'ont peut-être pas pu exprimer leur désaccord face à une telle décision. Il faut situer les faits dans leur contexte. On sait comment les ministres sont nommés, ils sont redevables au président, au chef qui les a nommés. Et dans le cas spécifique du Burkina Faso, nous savons dans quel contexte on se situait, il n'était pas évident. Dans ce contexte-là où il y avait une forte tension, ce n'était pas évident forcément de s'exprimer. J'espère que les mises en cause, pour certains, sauront vraiment tirer leur épingle du jeu. Voilà. Maître Aléonla, est-ce qu'on peut tenir ce procès de façon
correcte et sérieuse sans la présence du ministre de la Défense, Blaise Compaoré? La question n'est pas de savoir si on peut tenir ce procès. On doit le tenir. C'est un impératif, à tout point de vue. Et je salue déjà le triomphe du droit sur la lâcheté des uns, parce que c'est totalement incompréhensible pour moi, si ce n'est que de reconnaître la lâcheté d'un dirigeant qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, on dit même de l'assassinat de son prédécesseur, qui a régné sans partage pendant 27 ans, qui a bon nombre d'exactions à élucider et qui, à la première occasion où le droit doit s'exprimer sans lui, se défile, fuit le pays et fuit même sa nationalité, ce qui en dit très long sur la qualité de ceux qui nous gouvernent. Je sais que ce n'est pas un choix facile, mais voilà, un grand officier béret rouge qui a prêté serment de mourir pour la patrie burkinabé et qui, à la première occasion, se défile de la juridiction de son propre pays. Mais aujourd'hui, il bénéficie de la nationalité ivoirienne. Écoutez, les faits sont clairs. L'histoire jugera. Parce que on ne peut pas avoir été le premier habitant, le premier citoyen de la terre des hommes intègres, parce que cette dénomination est venue avec la révolution Sankara compaorienne. Ça s'appelait la Haute-Volta. C'est eux qui ont parlé de Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Voilà ce qu'est devenu la terre des hommes intègres, 27 ans après la prise de pouvoir du camarade Sankara, qui change de nationalité et qui viennent corroborer les soupçons d'intelligence avec l'ennemi qui pesait sur lui. C'est leur problématique. Mais je reviens sur le procès, où je salue le discernement qui est fait, parce qu'on n'a pas renvoyé tout le monde en bloc, tout simplement parce qu'on est membre du gouvernement, ce qui est à un point de vue critiquable, parce que les infractions ne se limitent pas aux blessures et aux homicides volontaires. Il y a des infractions relatives à la volonté et à la tentative de modifier la Constitution pour que le président Compaoré puisse se maintenir. Et cette décision, elle est collégiale. Elle a été validée par les membres du gouvernement qui peut-être sont privés de toutes sortes de prérogatives allant jusqu'à dire non au chef, mais qui ne sont pas privés de leurs droits et de leur devoir en pareille circonstance de démissionner. Alors ne pas démissionner vous rend responsable, vous rend comptable, et c'est à l'occasion du procès que chacun peut exprimer son point de vue, se défendre et situer sa part de responsabilité. Donc compte en sera tenu. Nous savons très bien que ce n'est pas évident. Alors, ce n'est pas parce que les présumés innocents ou coupables prennent la fuite que la procédure ne peut pas avoir lieu, parce que la procédure n'est pas seulement relative à la condamnation éventuelle d'un Blaise Compaoré. C'est relatif, comme nous avons dit, à la pédagogie, c'est relatif pour marquer le refus et la contestation donc de l'arbitraire, c'est relatif à l'indemnisation des victimes. Donc on ne peut pas arrêter le cours d'un procès tout simplement parce qu'on a pris la fuite et il y a un mandat d'arrêt, et le code de procédure pénale prévoit des jugements par contumace, c'est-à-dire que qu'il soit là ou pas, ce qui est son choix, l'histoire passera, voyez-vous. Donc c'est dommage qu'il ne soit pas là, et je déplore d'ailleurs, vous me direz que c'est paradoxal de la part d'un avocat défenseur des droits de l'homme, etc., qu'il puisse se faire représenter. En son absence, il doit être jugé parce qu'il s'est mis en difficulté sans que ses avocats soient entendus. Donc moi, je trouve que c'est un peu facile. C'est la règle, généralement. Quand vous n'êtes pas là et que vous n'avez pas d'excuse valable, c'est que vous avez renoncé à faire valoir vos droits à la défense, vos moyens de défense. Donc, il y a une problématique quant au fait que l'on permette que ces avocats puissent s'exprimer et qu'ils puissent même exciper de certaines objections, si vous le permettez, si nous en avons le temps, on va y arriver. Qu'on abordera. Vous savez, j'aime prendre quelque peu mes distances vis-à-vis d'une vision, je dirais, manichéenne des choses,
à savoir qu'il y a des gens de bien d'un côté et des gens du mal de l'autre. Et c'est vrai que lorsqu'on veut réviser la Constitution en Afrique, c'est toujours une question sensible. On vous prête des intentions, y compris dans... Quel que soit le contexte d'ailleurs, hein. Voyez-vous, au Bénin, un président qui est en début de mandat sait bien essayer à l'exercice, il s'y est brûlé les ailes quasiment, voyez-vous. Et quitte encore dans un contexte, le contexte burkinabé, où un président qui a fait quasiment 30 ans au pouvoir et qui n'entendait pas s'en arrêter là, voyez-vous. Mais on oublie un fait, les constitutions en elles-mêmes, d'ici et d'ailleurs, prévoient les conditions dans lesquelles elles doivent être révisées. Et il n'y a pas de constitution que je sache, Maître Omola me dira le contraire si c'était le cas, qui prévoit qu'il soit hermétique. On n'y touche pas du tout, voyez-vous. D'où la légitimité du pouvoir de décider, quitte à ce que son initiative n'aboutisse pas, ne prospère pas, voyez-vous. Donc, on ne peut pas remettre en cause la légitimité du pouvoir d'initier une loi de révision de la Constitution, voyez-vous. Et j'aime aussi avoir cette approche républicaine, même si tout point de vue est relatif, à savoir qu'un gouvernement en place ne peut pas laisser des manifestants, quelle que soit la pertinence, la justesse de la cause qu'ils défendent. Force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi, voyez-vous. Et du coup, qu'on accuse aujourd'hui les gouvernants, un gouvernement d'avoir pris des dispositions sécuritaires, de complicité, voyez-vous, d'homicide volontaire, non pas involontaire, mais d'homicide volontaire et de complicité, de coups et blessures volontaires, je dis quand même c'est tiré quelque peu sur la corde, voyez-vous. C'est pour ça déjà que je parlais de procès en sorcellerie. Vous attendez ma réaction? Non, je n'attends pas votre réaction. Maître Alain Roula, on sait qu'il y a de multiples exceptions et des recours déposés sur la table du Conseil constitutionnel. On va en parler. Est-ce qu'on n'est pas en train est-ce qu'on n'est pas face à des stratégies pour retarder la tenue du Conseil? Si vous permettez. Allez-y, maître. Répondez à la question. De deux mots. Il n'y a pas de légitimité que celle du peuple. Et je suis d'accord, les constitutions sont révisables, ça se révise tous les jours, un peu partout ailleurs, sans que ça ne pose problème. La difficulté chez nous, c'est que les révisions sont souvent motivées. Taxées d'opportunistes. Elles ne sont pas taxées. Les faits sont là. Quand Sankara, à la suite d'un putsch, a pris le pouvoir en 87, sur le cadavre du camarade Sankara, il n'y a pas eu de procès. Compaoré, vous voulez dire? Oui, Compaoré. Il n'y a pas eu de procès. C'était un régime militaire révolutionnaire et puis il n'y a aucun souci. Le mal leur a pris d'instituer un régime démocratique où les mandats ont été limités. Ils ont dit qu'il n'y aura pas un troisième mandat. C'est ça la Constitution. Et donc, le deuxième droit, c'est celui de la manifestation. La Constitution garantit la liberté d'expression et de manifestation. Lorsqu'on sort les chars pour étouffer cette contestation, il y a déjà une infraction non seulement à la loi, mais une infraction à la démocratie. Puisque parce qu'on est au pouvoir, on refuse à une partie de la population, en l'occurrence la partie majoritaire, puisque les choses aujourd'hui démontrent que le régime burkinabé d'alors n'avait pas eu raison de forcer le passage. Et je le rappelle, comme je l'avais dit d'emblée, qu'il s'agit d'un procès. Un procès en soi ne se dirige pas contre les mauvais. Quand on dit que quelqu'un est en infraction par rapport à la loi, ça ne veut pas forcément dire qu'il est abominable. Toutes les explications que vous avez fournies sont les bienvenues dans le cadre du procès, et après on tirera le bon gré de livrer. Mais quand on fuit ses responsabilités, alors que on a soi-même dirigé ce pays pendant 27 ans, que la justice s'est prononcée quand on le voulait contre certains, et que d'autres ont été exécutés sans procès, je pense par exemple à Zongo, je pense par exemple au président Sankara, quel espoir pour l'Afrique et pour ma génération, exécutés sans que personne ne puisse poser de questions, et qu'on vous parle de recel de cadavres, etc., etc. C'est des explications qui doivent être fournies par le régime. Bref, pour revenir, donc pour dire qu'il ne s'agit pas d'une vision manichéenne, il s'agit de la mise en œuvre de règles qui assurent
la démocratie et la justice. Maintenant, sur les exceptions, moi, j'émets les plus grandes réserves sur cet excès de démocratie qui permet aux avocats de Blaise Compaoré, démissionnaire, d'être présents au procès. Et bien sûr, nous, avocats, nous tirons surtout pour que le procès n'ait pas lieu. Ces exceptions qui sont soulevées ci et là sur des questions qui sont déjà réglées, c'est ce qu'on appelle des exceptions dilatoires, dont on sait très bien que l'objectif est de plomber le dossier. Si vous avez quelques minutes, on examinera ce jeu dilatoire qui est fait par la défense et dont je dis qu'elle n'aurait pas dû s'exprimer de cette façon. Alors, Paul Amoussou, il y a aussi les familles des victimes qui entendent participer au procès. Un recours a été déposé à cet effet. Quel est votre avis? Est-ce qu'on doit autoriser les familles des victimes à participer à ce procès? Oui, les familles, je comprends leur ressentiment. Je crois qu'il y a eu... les familles sont éplorées et donc elles attendent d'avoir réparation, tout au moins d'être entendues par la justice. Au regard, je ne sais ce qu'il en est, mais au regard de la loi, si la loi le permet... Pour le moment, il faudrait que les tests de la Haute Cour soient modifiés. Modifiés, voilà. Si la loi ne le permet pas, je crois qu'il ne serait possible donc d'admettre les familles. Mais je dois dire une chose qui me tient à cœur. Vous savez, quand je parlais de vision manichéenne, voyez-vous, depuis le procès de Nuremberg, qui a jugé les nazis, il y a eu d'autres tentatives du genre, mais qui n'ont pas eu la même portée que le procès de Nuremberg. Et depuis, on parle de justice, de justice de revanche. Voyez-vous, à Nuremberg, c'était les acteurs, les nazis en l'occurrence, qui ont été jugés. Mais voyez-vous, comme au Burkina Faso aujourd'hui, dès que le pouvoir, il y a d'autres exemples également, dès que le pouvoir change de main, on estime que les autres ont mal agi. Voyez-vous, pour les avoir combattus et avoir eu gain de cause. Justice du plus fort, non? Du plus fort, non, pas forcément du plus fort, c'est une justice de revanche. C'est-à-dire, voilà, ils ne sont plus au pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir aujourd'hui. Et il y a une pesanteur qui semble orienter les choses dans ce sens. Et moi, je voudrais qu'on sache raison garder et que force doit rester à la loi. Je comprends, puisqu'il y a eu des pertes en vie humaine, qu'il y a réparation, absolument. Et lorsque vous observez les griefs aujourd'hui, il s'agit d'homicides, des griefs qui relèvent du droit commun, voyez-vous, de coups et blessures, voyez-vous. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'inscrive toujours dans cette démarche-là, toujours, qu'il y ait une revanche sur l'histoire. Et en suivant Maître Rolla tout à l'heure, j'ai pu comprendre que c'est sans doute l'occasion de déterrer les cadavres que Compaoré a couverts pendant 30 ans, tout ce qu'il a dans son placard et son régime avec, il faut le sortir. Il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame. Sans doute, en temps voulu, ce procès-là, Zongo, Norbert Zongo, le cas Norbert Zongo doit être dissocié de ce procès pour qu'il n'y ait pas amalgame. Il est juriste, il le sait très bien. Et dès lors qu'on met tout dans un même panier, ça devient un panier à crabes. On ne s'en sortirait pas. Il n'y aurait pas justice. C'est pour ça que j'ai peur, j'avais exprimé cette appréhension d'entrée de ma peur qu'il y ait une justice de revanche, une justice d'un procès en sorcellerie. Mais force doit rester à la loi. Et les familles éplorées doivent être entendues, doivent obtenir réparation. Voilà. C'est légitime. Tout à fait. Alors, avant ce report, Maître Alain Rolla, les avocats avec laquelle la porte du procès, avec des exceptions d'inconstitutionnalité sur 2 points. On va en parler. À présent, le fait que la Haute Cour de justice ne prévoit pas le double degré de juridiction. Votre avis par rapport à cela? Alors, quand les avocats, dont je m'étonne qu'ils aient été invités, ont claqué la porte, il fallait leur fermer la porte, définitivement. Parce que, oui, je suis partisan de ce que, lorsqu'on donne la possibilité à un justiciable de venir s'expliquer et qu'il tourne le dos à la justice, c'est qu'il renonce par soi-même à ce que la justice soit dite. Vous dites que vous n'avez pas confiance en votre pays que vous avez dirigé pendant 27 ans.
Vous dites que vous n'avez pas confiance en sa justice. Et vous perturbez le jeu en y introduisant des avocats qui sont, pour moi, indésirables. Pendant que les victimes pleurent et qu'elles n'ont pas le droit, en l'état actuel des textes, et ça, il y a une explication technique, à se constituer partie civile. Et vous dites qu'il y a un risque de justice de revanche. Non, il n'y en a pas. Et il y en a d'autant moins que le président actuel, le régime actuel, qu'on aurait pu soupçonner de peser sur la justice, n'est pas totalement exempt de responsabilité dans la gestion du pouvoir de Compaoré. Donc, rassurons-nous, les choses se passent plutôt bien, plutôt légalement, correctement. Alors, cette exception d'inconstitutionnalité, dans la plupart de nos constitutions et de nos textes, nous avons à peu près les mêmes constitutions, c'est vrai que, fondée ou non, l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée, n'est-ce pas, devant une juridiction saisie d'une cause, auquel cas cette juridiction doit surseoir. Pour des raisons qui lui sont propres, parce que je n'ai pas réussi à percer les motivations de la résistance de la Haute Cour de justice à ces exceptions qui ont été formulées, elle a refusé d'y donner droit, mais a laissé le soin au Conseil des mises en cause d'aller saisir la Cour constitutionnelle et de revenir. Alors, double degré de juridiction, c'est vrai que c'est un principe, mais ce n'est pas un principe sacro-saint, parce qu'il s'agit de juridiction d'exception, il s'agit de juridiction exceptionnelle, dont la légitimité se suffit. Voyez-vous, par exemple, une juridiction de droit commun qu'est la Cour d'assises. Cette Cour d'assises ne connaît pas de double degré de juridiction, parce qu'on estime, encore dans nos pays, que cette Cour qui est composée de citoyens ordinaires, etc., incarne tellement la légitimité populaire que personne n'a à redire. C'est vrai que la France, dont nous copions le système judiciaire, a changé, a évolué, puisque en France aujourd'hui, on peut faire appel des décisions de la Cour d'assises. Mais en Afrique, nous n'en sommes pas encore là. Et il y a beaucoup d'autres juridictions. Donc le fait de le critiquer, c'est très bien, mais la question a déjà été vidée. Et vous savez comment elle a déjà été vidée dans bon nombre de pays. Et comment on vide à partir du moment où la Haute Cour de justice est une émanation même de la Constitution. Vous savez, ce n'est pas un texte spécial qui prévoit. La Haute Cour de justice est incorporée dans la Constitution, adoptée par le peuple. Aucune juridiction n'a vocation à venir remettre en cause sa conformité à la Constitution. Voilà, si vous le permettez, vous savez, la réclame relative à la double juridiction est un faux débat. Et je m'en amusais quelque peu lorsque l'avocat dit qu'il y a une explication technique à la chose. Je m'attendais à ce qu'il donne des détails là-dessus. Mais vous savez, ça fait partie des batteries, des munitions que les avocats utilisent souvent pour faire du dilatoire. Il n'y a pas d'autres explications. Parce que, en l'occurrence, c'est une réclamation qui, de mon point de vue, n'est pas pertinente. Mais bon, voilà. les avocats... Non, ce n'est pas exact. Les avocats estiment par exemple que Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité, a pu bénéficier du double degré de juridiction dans le procès qu'il a eu à Dakar et qu'on ne pouvait pas continuer à priver leurs clients de ce double degré de juridiction. Est-ce que ce n'est pas pertinent, Maître Léon? C'est pertinent. Je vous dis, écoutez, le droit, on l'a découvert. Et ceux dont on a hérité la législation ont posé comme principe de base le principe du double degré de juridiction. Autrement dit, on part de cette fiction que les juges peuvent se tromper et qu'il faut donner une deuxième chance. Et cette deuxième chance, même une troisième chance, s'avère souvent utile puisqu'il y a bien des décisions qui sont rendues en première instance et qui sont retoquées en appel. Donc ce n'est pas un principe fantaisiste. Mais il y a une tendance moderne, puisque les législations évoluent, à priver le justiciable de ce double degré de juridiction pour des considérations liées par exemple à la composition de ces juridictions
Exemple, la cour d'assises dans nos pays. Ce ne sont pas que des juges, ce n'est pas un magistrat ou trois qui statuent en cour d'assises. C'est des jurés populaires. Donc on dit, c'est déjà le peuple. Il ne peut pas se tromper, encore que l'on sait qu'il peut se tromper et qu'il se trompe très souvent. Et c'est le cas aussi des juridictions d'exception. Mais là où je dis que la question manque de pertinence et que ce n'est pas forcément que du dilatoire, même si je reconnais qu'on use souvent de ce dilatoire, c'est une question qui a été débattue juridiquement au plan national, au plan international, et la jurisprudence pour l'instant est plus ou moins fixée sur la question. Et c'est pour ça, moi, je ne fais pas de démonstration savante, puisque ce qu'on dit aux étudiants en amphi est différent de ce qu'on peut dire sur un plateau. C'est pour ça que j'ai fait une démonstration simple. La juridiction qui est critiquée, c'est-à-dire la Haute Cour de justice, est une institution constitutionnalisée. Donc, qui fait partie, permettez les abus, du bloc de constitutionnalité. Donc, ce n'est pas pertinent juridiquement de venir remettre en cause sa conformité par rapport à la Constitution. C'est vous dire que les chances pour que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la Haute Cour de justice par rapport à la Constitution, ces chances sont grandes et les juristes le savent très bien, mais il faut bien que l'on pousse. Voilà. C'est pour ça que je parlais de dilatoire. Alors l'autre problème... Mais ce qui est important, au-delà de cette question, je n'ai pas compris pourquoi la Haute Cour de justice, qui aurait dû, en principe, s'incliner devant l'exception, parce que la non-conformité à la Constitution peut être soulevée de deux manières. Ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, qui généralement oblige la juridiction à surseoir, et le fait de saisir la Cour constitutionnelle là-bas, le Conseil constitutionnel, et de venir avec cette requête qui n'oblige pas la Cour de justice. Donc elle a refusé ce qu'elle aurait dû accepter et accepter ce qu'elle n'était pas obligée d'accepter dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Allez comprendre. Alors l'autre problème, c'est que la loi sur la Haute Cour de justice a été révisée après la chute du régime Compaoré. Donc les avocats estiment que c'est le principe de non-rétroactivité de la loi devrait prévaloir. Non, je ne pense pas. Je crois que ça fait partie, comme je l'ai dit tantôt, il use de dilatoire. Pas, sans doute parce que il sentait que la cause était entendue en leur défaveur, bien entendu. Du coup, Maître Roula le sait très bien, dans ce cas, l'arme fatale, c'est le dilatoire. Trouver des subterfuges pour gagner du temps. Maître Alain Roula, rapidement. Voilà. Il n'y a pas que le dilatoire a du bon quand il est permis. Alors, sur cette question technique, je ne sais pas exactement comme ça que les choses se passent. Le principe est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale, sauf si elle est plus douce. Mais là, il s'agit de lois, de procédures pour permettre que les hautes cours de justice qui ont été prévues par nos constitutions, mais sans pour autant pouvoir être fonctionnelles, puissent permettre qu'on desserre les taux. Donc, il ne s'agit pas de dispositions contraires aux droits de la défense ou qui ont vocation à corser le cas du justiciable. Donc là également, même si la question mérite d'être posée par les mauvais acteurs au mauvais moment, la réponse est tout trouvée et je crois que le Conseil constitutionnel prendra ses responsabilités afin que le procès, qui ne concerne pas que Blaise Compaoré, suive son cours. Alors, il y a la société civile burkinabé qui se mobilise aussi. Ils disent en gros que le pouvoir actuel n'est pas pour la manifestation de la vérité. C'est un diagnostic au vitriol sur le gouvernement. Votre avis sur les propos de Chrysogoone Zougmouré et de ses compagnons? Oui, vous savez, cette même société civile, les acteurs de la société civile au Burkina ont contribué fortement à l'avènement du régime actuel. Mais l'exercice du pouvoir n'est pas aisé. L'exercice du pouvoir a ses contingences. Et lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, on n'est plus aisé à contester. Bon, chacun dans son rôle. Les acteurs de la société civile, eux, ceux notamment engagés dans la défense des questions de gouvernance, ils sont dans leur rôle d'exiger de l'État, du gouvernement en l'occurrence, à apporter des éclairages sur un certain nombre de questions et quitte au pouvoir
à statuer après coup. Chacun est dans son rôle en démocratie, il en est ainsi. Et moi, je comprends tout à fait que les choses puissent évoluer ainsi. Voilà. Alors, la société civile estime qu'avant toute réconciliation, il faut qu'il y ait vérité sur les crimes de sang et les crimes économiques. Je suis sûr que vous êtes du même avis, Maître Alain Ronla. Donc, dossier Norbert Zongo, dossier Dabo Boukari, dossier Thomas Sankara. On demande la lumière sur tous ces dossiers-là. Est-ce que ce n'est pas quand même ouvrir la boîte de Pandore? C'est vrai que c'est ouvrir la boîte de Pandore, mais qui a amené la boîte de Pandore? Je suis désolé. Vous savez, le cas Sankara me marque. On ne dit pas que Sankara était parfait, l'homme idéal, mais je veux dire, c'était un espoir pour l'adolescent que je fus. Bon, Sankara a un peuple, a des admirateurs, a une famille. Il est exécuté sans qu'on ne sache où il a été enterré, dans quelles conditions et pourquoi. Comprenez? Pensez à la jeune veuve. Le camarade Sankara avait à peine 30 ans quand ils ont pris le pouvoir, même moins. Pensez à ses enfants, pensez à sa veuve qui souffre depuis lors et qui ne sait pas ce qui s'est passé, où se trouve son mari, jusqu'à ce qu'on ouvre. Zongo éliminé et plein d'autres exactions. C'est quand même un devoir pour l'État et un droit pour la victime de savoir ce qui s'est passé afin que le deuil soit fait. Il ne faut pas toujours penser que un régime démocratique, et le régime actuellement au Burkina est quand même un peu plus démocratique, va forcément reproduire le schéma du régime dictatorial. Parce que si tout le monde devait prendre la poudre d'escampette, Compaoré sait pourquoi il prend la poudre d'escampette. On n'a pas pu s'exprimer sous son règne, voyez-vous. Donc, quand on dit besoin de vérité, ça ne veut pas forcément dire revanche ou vengeance. Quand on dit réconciliation, ben, on va se réconcilier sur quoi? Si on ne sait pas qui a fait quoi. Donc, c'est important. Ce n'est pas un exutoire, c'est important. On ne peut que se réconcilier que sur les points de désaccord qu'on a pu avoir, donc si la lumière a été faite. Maintenant, quand vous parlez de la société civile, je pense que je peux y aller de 2 minutes. Malgré les efforts qui sont faits, ils sont visibles. Les efforts sont faits par le gouvernement actuel et qui peinent à montrer leurs fruits, comme toujours. Le peuple a faim, le peuple est impatient, et il est d'autant plus impatient que l'insurrection n'a pas accouché d'un système nouveau. Le président Kaboré n'est pas étranger au régime du président. Une vingtaine d'années dans le sérail. Au régime du président Compaoré. C'est une insurrection qui a été récupérée par les mêmes, et donc on fait du neuf, on essaie de faire du neuf avec du vieux. Comme toutes les insurrections ont échoué, le printemps arabe, on est revenu sur les mêmes, voyez-vous. Donc, la liberté et l'insurrection ont toujours été confisquées ou récupérées par les mêmes qui reproduisent les mêmes schémas avec les mêmes échecs. Et donc, lorsque la société civile veille, se mobilise, je crois même qu'il y a un comité d'approfondissement des acquis de l'insurrection au Burkina Faso, ils sont très vigilants, eh bien on ne peut pas lui contester sa légitimité parce que c'est quand même par cette société civile que les autorités actuelles ont pu se faire élire démocratiquement et ont pu prendre les rênes du pouvoir. Vous avez parlé de boîteau Pandore, c'est important parce que si il faut maintenir le statu quo pour que la société burkinabé se porte bien, je pense qu'il vaut mieux ce statu quo. Je ne sais pas ce que je demande. Il y a un modèle du genre en Afrique que nous avons suivi en Afrique du Sud, le modèle vérité et réconciliation. Et il faut savoir faire l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé, qui est coupable de quoi, et afin que les parents des victimes qui ont été puissent être apaisés, faire le deuil, soient apaisés. Mais, voyez-vous, ouvrir la boîte de Pandore pour l'ouvrir, et quitte à ce que les conséquences après coup soient plus, disons, comme nous reviennent comme dans un effet de boomerang à la gueule. Il faut, lorsque vous avez les manettes du pouvoir, vous êtes au pouvoir, vous avez aussi une responsabilité et savoir comment conduire, gérer ces genres de dossiers pour ne pas que tout part
à volo. Voilà, alors il y a l'opposition aussi, dont le chef de file Zéphirin Diabré et ses troupes ont dénoncé l'incapacité du MPP, parti au pouvoir, à régler le problème des Burkinabés. Ils ont attendu 1 an et demi. Est-ce que c'est le timing qu'il faut? Non, vous savez, c'est comme, comment dire, je l'ai dit tantôt, c'est plus facile lorsque aujourd'hui la mouvance d'hier qui se retrouve à la touche fait le même procès que l'opposition d'hier qui est aujourd'hui au pouvoir. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous voyez, c'est le jeu démocratique qui se joue et c'est qui veut cela. Qui veut cela, c'est légitime. L'opposition doit pouvoir porter la voix de ceux qu'elle représente et apporter son son de cloche dans le gouvernement, la gouvernance du pays. Voilà, alors l'école, la santé, l'accès à l'eau, le logement, tout y passe. Environ 200 propositions pour relancer le pays. C'est ce qu'on attend d'une opposition. Ben, l'opposition a beau jeu et je pense que le timing est parfait parce qu'il se dit même qu'il y a des voix qui réclament le retour de Blaise Compaoré. Voyez-vous, celui qu'on essaie de juger. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Mais le plus important pour moi, c'est la réconciliation. Et la réconciliation, c'est quoi? Nous avons une tendance aujourd'hui sur le plan juridique et judiciaire, excusez-moi, à l'imprescriptibilité, j'ai toujours un problème avec ce mot, des crimes contre l'humanité. Donc, ça veut dire quoi? Entre garder la boîte de Pandore fermée et crever l'abcès, qu'est-ce qui est mieux? Il faut crever l'abcès. Après, il faut savoir le gérer. Il y a eu des réussites. En Afrique du Sud, par exemple, on a réussi à le faire. On a réussi à le faire au Maroc. On n'a pas voulu le faire en Côte d'Ivoire. Vous verrez comment ça va se passer dans les semaines à venir. On peut le faire au Burkina. Ce n'est pas forcément une question de justice. C'est une question tout simplement de reconnaissance du statut. Bref, c'est-à-dire que si les autorités burkinabées sont de bonne volonté et n'ont pas peur du boomerang parce qu'elles-mêmes, elles ont participé à la commission de ces forfaits, la chose pourra se vider tranquillement pour un Burkina Faso encore meilleur que celui qu'il aurait pu être. Voilà, rapidement, dernière question, messieurs. Il y a un phénomène qui semble perdurer au Burkina Faso, c'est le phénomène des Kogleogo, ces milices d'autodéfense. 5 personnes sont passées de vie à trépas ces derniers jours au Burkina Faso. Le ministre de l'Intérieur a dû se déplacer en personne avec une délégation gouvernementale. On a l'impression que l'État a du mal à gérer ce problème-là, c'est-à-dire faire restaurer l'autorité de l'État, puisque ces gens sont quand même accusés de détenir des populations, d'appliquer leurs propres lois sur des populations civiles et de faire fouetter, par exemple, des civils. Voilà, votre avis par rapport à ce problème qui semble quand même perdurer au Burkina Faso. Ben, nul n'a le droit de se faire justice. C'est une justice de déception qui n'a pas lieu d'exister, à mon sens. Même si on comprend qu'elle vient quelque peu suppléer aux carences, aux manquements du pouvoir central qui n'arrive pas à répondre non seulement à la demande sociale, mais également aux besoins sécuritaires de ces populations. Mais bon, les avatars de ces genres de phénomènes, on les voit là maintenant, les travers de ces genres de situations que parfois, et c'est le cas au Burkina, les pouvoirs tolèrent jusqu'à ce que ça dégénère, auquel cas ils déclinent bien entendu les responsabilités. Voilà, mettre à l'heure 30 secondes. Là où le champ est cultivé, les mauvaises herbes ne poussent pas. Si l'État avait occupé l'espace, il n'y aurait pas ces problèmes. Et il se dit même que l'État quelquefois s'est montré complaisant, voire complice avec ces mouvements d'autodéfense qui suppléent malheureusement à la carence de nos autorités. Je pense qu'avec un Burkina apaisé, ce problème sera résolu, comme nous avons pu résoudre celui d'un certain capitaine ou colonel Davy au Bénin. Voilà, votre avis est clair. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle qu'était sur ce plateau Paul Amouchou, communicant, président du laboratoire de la réponse. Face à lui, Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Thème Burkina Faso, nouveau report du procès du dernier gouvernement Compaoré, de la pertinence des griefs faits à la haute cour. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis.